Un garçon blessé, perdu et confus, court pour sauver sa vie, poursuivi par des monstres. Il ne sait pas ce que sont ces créatures, mais il parvient à esquiver un coup qui l'aurait sans doute tué. Pendant un moment, il met un peu de distance entre lui et les monstres, jusqu'à ce qu'une mystérieuse fille l'attrape par le bras et le tire derrière un rocher. Après quelques secondes, les monstres semblent avoir disparu. Le garçon la remercie de l'avoir sauvée, mais il remarque alors une petite créature qui sort de sous la robe de la fille. Lorsqu'il la voit éclater de rire, il insiste sur le fait qu'il n'a pas eu peur. Il jure même qu'il aurait écrasé ces monstres s'il n'était pas blessé. La fille lui répond qu'elle attendra qu'il vienne la sauver la prochaine fois avec toute sa force extraordinaire. Lorsqu'elle lui fait un clin d'œil, il tombe éperdument amoureux. Rassemblant son courage, il lui prend la main et lui avoue enfin ses sentiments. Mais au moment même où il s'apprête à le dire, il se réveille du rêve qu'il faisait. Deux garçons à côté de lui le taquinent, disant que ça devait être un rêve génial. Il est encerclé par une bande armée de battes de baseball. L'un d'eux lui promet qu'il va mourir pour s'être aventuré sur leur territoire comme s'il était chez lui. Pourtant, le garçon captif ne semble pas du tout perturbé. Ce qui le dérange vraiment, c'est que, pour la 1000e fois, il a échoué à avouer ses sentiments à la fille qu'il aime, même si ce n'était qu'un rêve. Les voyous plaisantent en disant qu'il prend un peu trop au pied de la lettre l'expression « la fille de tes rêves ». Le garçon leur répond en donnant un coup de pied à l'un d'eux et déclare qu'elle n'est pas qu'un rêve. Évidemment, les types n'aiment pas ça. L'un d'eux tente de lui asséner un coup à la tête, mais il esquive et riposte avec un coup de tête au menton. Les assaillants l'attaquent à un, et malgré ses liens, il parvient à tenir tête. Un peu plus tard, on voit Narihira s'enfuir à moto. Ayant échappé à ces idiots, il se jure de tenir sa promesse pour toujours. Il retrouvera la fille qu'il aime, quoi qu'il arrive. En chemin, il traverse la route et aperçoit la même petite créature qui appartenait à cette fille. Il pile net, se demandant ce qui se passe. L'animal s'enfuit et il le poursuit. Soudain, un camion fonce sur l'animal, mais Narihira se jette dessus à la dernière seconde pour le sauver, dévalant lui-même le flanc de la montagne. Au lieu d'être grièvement blessé, il se réveille dans un endroit totalement différent, et la fille de ses rêves est juste devant lui. Souriant jusqu'aux oreilles, Narihira se présente comme le garçon qu'elle a un jour sauvé. Mais la fille ne semble pas du tout le reconnaître. En fait, ils sont en pleine représentation sur scène quand le petit animal tombe du ciel et atterrit pile sur la tête de Narihira, le propulsant tête la première dans la poitrine de la pauvre fille, qui pousse un cri strident. Dans le public, une fille aux cheveux verts éclate de rire, persuadée que ça fait partie de la pièce, mais la fille aux cheveux bleus insiste sur le fait que ce n'était absolument pas prévu. Excédée, elle demande à Sei si ce n'est pas bien plus amusant que ces danses ennuyeuses, et Sei ne peut qu'acquiescer. Pourtant, comme c'est un jour spécial, il décide de reprendre le contrôle. Il active un gadget caché dans sa main, qui lance une corde et attache Narihira à la scène. Même s'il admire le chaos que ce garçon a apporté au spectacle, il est temps de remettre de l'ordre. Finalement, la fille que Narihira aime lui donne une gifle et lui ordonne de déguerpir. Mis dehors, Narihira erre dans la rue, se demandant comment se faire pardonner. Plus loin, il voit un petit garçon en train de manger une brochette. Il s'approche pour lui demander s'ils vendent ça dans une supérette. Le gamin ne comprend pas de quoi il parle. Toujours insatisfait, Narihira entre dans une boutique au hasard et tente de comprendre comment acheter quelque chose. Le vendeur lui montre une interface affichant la monnaie du royaume. Quand Narihira essaie d'ouvrir son appli bancaire sur son téléphone mort, il est éjecté du magasin. Frustré, il demande à la première personne qu'il croise où il se trouve. L'homme dit qu'ils sont dans le 7e allée de Bojo, à Danji et Yankyo. Toujours déboussolé, Narihira s'aventure dans un quartier qui lui semble étrangement familier. Perdu dans ses pensées, il est soudainement interrompu par une annonce publique. Une vague de brume noire va frapper dans une minute, et tout le monde doit se rendre à la porte d'évacuation immédiatement. Pris au dépourvu, Narihira se retrouve coincé hors de la zone de sécurité avec quelques autres personnes tandis que la brume envahit la zone. Il voit un enfant sur le point d'être englouti par le brouillard. Par réflexe, Narihira se jette sur l'enfant pour le protéger. Alors que la brume les enveloppe, ils sont aspirés dans ce qui semble être une autre réalité. L'enfant est pétrifié de peur, comme tous ceux autour, figé, seul. Narihira essaie de voir si quelqu'un est encore en vie. C'est alors qu'un immense monstre surgit et commence à détruire les citoyens figés. Malgré la taille et la fureur de la créature, Narihira ne recule pas. Il lui ordonne de les laisser tranquilles. Le géant répond en le frappant violemment, mais Narihira survit, bien que grièvement blessé. Il refuse de mourir si facilement. Mais alors qu'il reprend son souffle, le monstre attaque de nouveau. Cette fois, un robot apparaît et frappe la créature avec une telle puissance qu'elle est projetée plusieurs mètres plus loin. Ébahi, Narihira contemple son sauveur. Pendant ce temps, les personnes qui contrôlent le robot s'interrogent sur la façon dont ce garçon a pu ne pas être pétrifié alors qu'il était dans la brume noire. Le robot annonce alors que l'humain doit rester sur place pendant qu'il retient le démon. Mais Narihira, défiant les attentes, affirme que si le monstre revient, il lui bottera les fesses lui-même. Et effectivement, le démon revient à la charge. Mais le robot insiste pour que le garçon reste en retrait. Puis Yura appelle à Tsunaga, et ensemble,
ils activent les 5 éléments. Le démon fonce, prêt à attaquer, mais le robot réplique avec les 5 tonnerres, une attaque puissante qui le vainc. Dans la salle de contrôle, la fille aux cheveux bleus comprend soudain que Narihira est le même garçon qui avait fait irruption sur scène. Maintenant que la brume s'est dissipée, les autorités arrivent pour soigner les blessés. Les 2 pilotes du robot approchent du garçon pour s'assurer qu'il va bien. Malgré tout, Narihira joue les durs et prétend qu'ils l'ont empêché de battre le géant lui-même. Cette arrogance pousse Yura à bout, et elle manque de lui sauter dessus. Atsunaga intervient pour calmer la tension, posant la main sur l'épaule de Narihira. Il avoue qu'il est impressionné que le garçon ait survécu à la brume noire, mais ça ne veut pas dire qu'il aurait pu vaincre un démon, surtout qu'il n'est pas un invocateur. Avant qu'il n'ait pu expliquer ce que cela signifie, il est appelé ailleurs. Non loin de là, la fille que Narihira avait vue transformée en pierre dans ses bras est bien vivante, et un sourire de soulagement éclaire son visage. Arpentant les rues de Heiankyo, totalement perdu, le jeune Takeru tente de se remonter le moral avec une devise de sa famille. C'est à ce moment que la fille de ses rêves réapparaît. Elle le reconnaît enfin, l'air agacé. Elle le réprimande pour avoir ruiné une pièce importante, d'autant plus que le conseiller de l'empereur assistait à la représentation. Pourtant, elle remarque qu'il est blessé et accepte de l'aider. Elle l'emmène dans un endroit où elle lui offre à manger. Pendant qu'il mange, il lui raconte son histoire, et elle comprend qu'il vient d'un autre monde. Elle est stupéfaite d'apprendre qu'il a traversé la brume noire indemne, chose jamais vue auparavant. Curieux, Narihira lui demande ce que sont la brume et les démons. Un homme à proximité explique que les démons sont les ennemis de l'humanité, venus d'un autre monde, et que la brume noire est un phénomène lié à leur invasion. Devant son envie de rentrer chez lui, la fille lui dit que les invocateurs pourraient peut-être l'aider. Mais Narihira rejette l'idée, surtout parce qu'il n'aime pas Atsunaga ni Yura. L'homme à côté se vexe et explique que les invocateurs sont ceux qui protègent encore la ville, en contrôlant les Shikagami. Une autre femme ajoute que le chef des invocateurs s'appelle Seme Abeno. Pour une raison quelconque, Narihira lit mal le nom et dit Areaki Ambe. La nuit, Narihira n'arrive pas à dormir. Dehors, la fille de ses rêves danse sous un rayon de lumière, entourée d'ombre. Pensant que c'est le moment parfait, il sort, applaudit sa prestation, et elle lui sourit en demandant s'ils se sont déjà rencontrés. Narihira dit que oui, lui rappelant qu'il avait promis de devenir plus fort pour la protéger. Elle promet de ne plus oublier une chose aussi importante la prochaine fois, et elle se présente enfin, Tsukimiya. Le lendemain, lors du 2e jour du festival, Narihira aide à quelques tâches lorsqu'il aperçoit le messager du conseiller impérial parler à Tsukimiya. Le messager se plaint de la pièce désastreuse et dit que le conseiller est furieux. Il exige que Tsukimiya vienne au palais présenter ses excuses. Narihira intervient et avoue que c'est lui qui a gâché la pièce. Le messager l'ignore et insiste pour que Tsukimiya vienne. Narihira tente de se confesser à nouveau, mais il est interrompu par Seme Abeno. Narihira l'appelle Areaki Ambe, ce qui fait rire Seme, beaucoup de gens se trompent ainsi. Après avoir fait arrêter Narihira, le chef des invocateurs rassure Tsukimiya, et elle semble lui faire confiance. Plus tard, alors qu'il s'éloigne en aérocar, la fille aux cheveux verts demande à Seme s'il est dérangé par ce garçon étrange, mais il ne s'en soucie pas. Soudain, une nouvelle alerte de brume noire retentit. Dans 20 secondes, Heiankyo sera de nouveau englouti par les ténèbres, car la ville est en pleine grand pandémonium. L'alerte est encore plus lente que d'habitude, et la brume touche la calèche céleste où se trouve Tsukimiya. Voyant son ami en danger, Narihira saisit la première arme qu'il trouve et court vers le chaos. Après tout, il a promis de la sauver, quoi qu'il arrive. À l'intérieur de la brume, Yura et Atsunaga combattent les démons envahisseurs. Pendant ce temps, Narihira traverse un terrain étrange à la recherche de son ami. Il finit par apercevoir le véhicule détruit. Les invocateurs essaient d'attaquer le géant ennemi, mais sont pris au dépourvu par des contre-attaques. Le démon utilise des portails pour se téléporter et frapper par surprise, infligeant de lourds dégâts aux Shikagami, incapables de réagir. Juste au moment où Narihira approche de Tsukimiya pétrifié, le démon termine sa série d'attaques par un tir destructeur qui endommage le réacteur spirituel du robot. Au moment critique, Sei fonce dans la salle de contrôle pour avoir des nouvelles du combat. Sur le champ de bataille, le démon s'apprête à achever Tsukimiya et le Shikagami. Mais au dernier moment, Narajira surgit et frappe le monstre. Tout le monde est stupéfait, sauf Sei, qui esquisse un sourire sarcastique. Plein d'énergie, Narihira tente de continuer l'offensive, mais le démon le saisit, l'écrase et le projette violemment au sol. Pourtant, ses blessures se guérissent comme par magie. Le monstre, désormais à distance, prépare une autre attaque. Narihira se relève avec difficulté, récite la devise de sa famille, puis fonce droit sur le tir du démon et le contre d'un coup de poing titanesque. Il se transforme alors, revêtu d'une armure invincible, et terrasse le démon d'un coup fatal. Dans la salle de contrôle, Sei observe la scène et admet que ce garçon est vraiment spécial. Dans la brume, Narihira retrouve sa forme initiale et se réjouit de voir son amie vivante. Mais soudain, le cœur du démon surgit du sol, un portail s'ouvre, et Tsukimiya est brisé en éclats. Une autre créature réapparaît et transperce Narihira de ses griffes dans le dos.
La scène suivante le montre se réveillant en panique, de retour dans la situation exacte dans laquelle il était arrivé dans ce monde. Le protagoniste ne peut s'empêcher de se sentir heureux de voir qu'elle est en vie. Mais une nouvelle fois, Tsukiyama est effrayé. Ses parents ordonnent au protagoniste de partir, et Atsunaga lui lance un pouvoir pour l'immobiliser, alors qu'il se trouvait justement derrière la scène par hasard. Même si le protagoniste dit à Narihira son nom et qu'ils sont amis, elle affirme qu'elle ne le connaît pas du tout. Cela laisse le protagoniste très confus. À cause de cela, il finit par être emmené en prison, insistant sur le fait qu'il connaît sa Tsukimiya depuis longtemps. Atsunaga refuse de le croire, mais ces trois-là ont remarqué la situation, alors ils décident de s'approcher. Pendant ce temps, Atsunaga dit de ne pas croire le protagoniste, car il a probablement rêvé beaucoup de choses avec sa Tsukimiya. Pourquoi? Parce que lui aussi a vécu la même chose. Seme est arrivé. Le protagoniste lui demande s'il le reconnaît, mais Seme dit qu'il ne le connaît pas du tout. Atsunaga lui conseille de ne pas se lier au protagoniste, car il est complètement fou. Takeru insiste, disant la vérité, il a combattu un démon dans la brume noire, il a été empalé, et il est ensuite apparu sur scène comme par magie. Pour Atsunaga, cela n'a aucun sens, car il est impossible que Takeru soit un invocateur. Le protagoniste insiste sur la véracité de ses paroles, mais Seme pense que si c'est une blague, elle est de très mauvais goût. Mais il n'y a aucun moyen de savoir s'il dit la vérité ou non. Le protagoniste leur rappelle une devise des Narihira, la confiance ne se gagne pas avec des mots, il faut la mériter par des actes. C'est pourquoi il leur demande de lui permettre d'affronter un démon, car ce serait la manière la plus rapide de le prouver. C'est ainsi qu'il se retrouve à cet endroit. Le protagoniste ordonne à ce pouvoir de réapparaître, mais il fait vraiment pitié. Yura en a marre de ça et lui donne une leçon pour ne pas avoir respecté les démons. Seme est déçu, car il attendait quelque chose d'intéressant de tout cela. Il décide de poser quelques questions au protagoniste puis de le laisser partir. Après tout cela, le protagoniste court de frustration, car rien ne se passe bien et tout cela n'a aucun sens. Il ne comprend pas ce qui se passe. Cependant, en chemin, il remarque quelque chose de très étrange. Cet endroit, le théâtre, devrait déjà être terminé. Il voit un panneau qui indique qu'il reste encore 15 jours avant la représentation. Il est donc revenu bien avant la dernière fois. Sa Tsukimiya apparaît, et la première chose que fait le protagoniste, c'est de lui demander si un tel théâtre avait déjà été construit auparavant. Elle répond que cela fait des siècles qu'un théâtre semblable n'a pas été construit. Il s'en construit seulement pour le festival du centenaire, et le ministre impérial viendra assister à la première représentation. C'est là que le protagoniste se souvient qu'elle lui avait dit que des gens importants étaient venus à la représentation. Le protagoniste demande quand viendra ce fameux ministre, et elle répond, dans 15 jours. Le protagoniste comprend maintenant, et il lui promet que cette fois, il la protégera. Takeru comprend maintenant qu'il a voyagé dans le temps et que sa Tsukimiya est morte après la venue du ministre impérial. Par conséquent, il ne lui reste plus qu'à devenir plus fort pour ce moment-là et protéger sa bien-aimée de tout danger. C'est pourquoi, plus tard, il se place devant ces trois personnes pour qu'elles lui enseignent les techniques d'invocation. Kazura se fâche à cause de la familiarité du protagoniste avec Seme, mais Takeru promet que s'il combine son pouvoir avec les techniques d'invocateur, ce sera spectaculaire. Bien que Kazura refuse, Seme accepte, car si le protagoniste a eu le courage de revenir après s'être humilié, c'est qu'il a une raison. Toutefois, il ne lui accordera qu'une semaine. Si durant ce temps, il ne démontre rien d'intéressant, il devra payer pour ses 30 manques de respect répétés. Le protagoniste accepte avec plaisir. En classe, ils expliquent au protagoniste que les invocateurs utilisent le pouvoir spirituel pour convertir les 5 esprits issus du bois, du feu, de la terre, du métal et de l'eau afin d'obtenir divers effets. Presque tous les humains naissent avec du pouvoir spirituel, mais pour utiliser les techniques d'invocation, ceux qui ont une aptitude doivent s'entraîner pendant des années pour renforcer leur pouvoir spirituel. Plus ils peuvent manipuler de pouvoir spirituel, plus ils grandiront en tant qu'invocateurs. Le protagoniste dit qu'il sait déjà tout cela et demande à apprendre directement les Shikigami. Kazura lui montre ce jouet appelé élément, un récipient spirituel pour s'entraîner. Elle l'avertit que s'il veut manier un Shikigami, il doit canaliser son pouvoir pour faire se lever élément. Pour cela, il devra mettre ce gant magique, et c'est tout. Takeru devra se concentrer et stocker le pouvoir dans le gant. Comme les deux savent qu'il n'y arrivera pas, elles lui disent de les avertir lorsqu'il y parviendra. Takeru pense que ce sera facile, mais des heures passent et il n'a toujours rien accompli. Soudain, Atsunaga apparaît, disant qu'il ne croit pas trop à l'histoire du protagoniste, mais il veut savoir pourquoi il est aussi obsédé par tout cela. Takeru doute que répondre serve à quelque chose. Tout ce qu'il veut, c'est devenir plus fort pour protéger une personne. Atsunaga le touche et lui annonce qu'il ne possède pas le niveau de pouvoir spirituel de base pour manier un Shikigami. Cependant, il élargira sa capacité pour qu'il puisse y parvenir. Le protagoniste demande si cela le rendra plus fort, et Atsunaga pense que ce n'est possible que s'il a le courage de supporter la douleur. Takeru dit que ce n'est pas un problème, mais bientôt, il commence à en souffrir.
Pendant qu'Atsunaga veut se reposer, le protagoniste s'infiltre dans sa chambre pour lui demander s'il est aussi fan de Satsuki Miya. Atsunaga veut savoir pourquoi il est venu, et le protagoniste lui dit qu'il n'a nulle part où dormir. Le blond ne veut pas qu'il reste, mais le protagoniste lui répond que dans ce cas, il ira dormir chez son ami Tsukiyama. Le blond le retient, lui dit que c'est bon, qu'il peut rester, et Takeru lui prépare un repas en guise de remerciement. Plus tard, ils finissent même par inviter Yura, mais après le dîner, Atsunaga veut savoir qui Takeru cherche à protéger. Le protagoniste répond que c'est Tsukiyama, et il raconte qu'il a voyagé dans le temps, et que Tsukiyama mourra dans 2 semaines. Atsunaga ne le croit évidemment pas, mais promet tout de même de protéger Satsuki Miya. Le lendemain, il commence l'entraînement, et après 3 jours, le protagoniste parvient à son objectif. Atsunaga lui dit que ce pouvoir est la force, une variante des pouvoirs élémentaires. La force consiste à renforcer le corps, mais le blond prévient Takeru que pour la maîtriser, il lui faudrait environ 1 an. C'est un problème pour le protagoniste, car il n'a pas ce temps. Plus tard, on voit Yura demander au blond pourquoi il perd son temps avec un clown comme le protagoniste. Il dit qu'il y a des choses à apprendre de lui et que ce ne sera pas une perte de temps. Elle se fâche à cause de cette réponse, car elle sait qu'il veut dire quelque chose de plus. Cependant, l'alarme retentit et une brume noire va apparaître dans 60 secondes. Pendant que les invocateurs analysent la situation, le protagoniste s'infiltre et dit qu'il entrera aussi dans la brume. Kazura lui dit qu'il est fou, qu'il ne peut pas y entrer sans Shikigami. Même si Kazura insiste pour qu'il n'y aille pas, le protagoniste affirme qu'il ira, car il n'a pas de temps à perdre. Le blond lui dit qu'il ne le fera pas, que sans bien maîtriser ses pouvoirs, cela ne servirait à rien, et le met KO. Lorsqu'il se réveille, Atsunaga lui dit qu'il s'est déjà occupé de tout avec ses camarades, et il lui demande de l'accompagner. C'est ici qu'une brume noire est apparue, et plusieurs démons ont été vaincus. À ce moment-là, Atsunaga a commis une erreur, et son supérieur a combattu au prix de sa vie pour régler la situation. Il explique que si on se perd dans la brume noire, tout ce qu'on est disparaît. C'est pourquoi il faut toujours entrer en étant prêt à gagner. Il veut que Takeru comprenne bien que s'il continue à interférer avec sa mission, il n'aura aucune pitié. Une semaine plus tard, on annonce à Seme que Takeru n'est jamais revenu, ce qui le déçoit un peu. Justement, une nouvelle brume apparaît, à une échelle assez grande. Atsunaga et Yura invoquent leurs invocations pour entrer combattre. Une fois à l'intérieur, ils identifient le démon, qui semble pouvoir contrôler des marionnettes à distance. L'intention de Yura est de vaincre l'ennemi en un seul coup. Atsunaga commence donc à charger une technique de foudre. Toutefois, même s'ils tiennent bon un moment, les choses dégénèrent, et Yura finit par sortir de la brume. C'est mauvais, car si Atsunaga reste seul, son pouvoir spirituel sera trop faible pour vaincre le démon. Le problème, c'est que malgré les appels à sortir, le blond refuse, affirmant que si c'est nécessaire, il protégera la ville avec sa vie. Il lance donc une puissante attaque de foudre. Mais le protagoniste intervient et donne un coup très fort à l'ennemi. Takeru demande à son ami de ne pas foncer tête baissée, mais les autres n'en reviennent pas que ce soit vrai qu'il pouvait entrer dans la brume. En plus, Takeru vient d'utiliser corps solide, et c'était très puissant. Atsunaga veut savoir quand il a appris cela, mais Takeru dit que c'est la première fois que ça fonctionne. Il le félicite pour sa détermination et ses techniques incroyables, mais lui rappelle qu'il fait aussi partie de tout cela. Un des principes des invocateurs est que la confiance ne se gagne pas avec des mots, mais avec des actes. Atsunaga sourit et demande au protagoniste d'entrer dans le Shikigami pour utiliser son pouvoir maximal, car une seule personne ne suffit pas. Takeru accepte, et peu après, le pouvoir de la dernière fois commence à se manifester, cette fois avec le Shikigami. Et maintenant, vaincre ce démon est un jeu d'enfant. Il l'élimine en quelques mouvements seulement. De retour, le protagoniste dit à Yura qu'il a bien remplacé son rôle, mais elle lui donne un bon coup de pied sauté. Seme admet qu'il a été enchanté par ce qu'il a vu plus tôt, alors il invite officiellement le protagoniste à devenir un invocateur à part entière. Takeru n'en revient pas. Dans une autre scène, Takeru est réuni avec Hiruka et Kajiki. Hiruka se moque de Takeru en lui disant qu'il est encore un débutant en tout et qu'il devrait traiter les plus faibles et moins expérimentés avec gentillesse. Cela met Takeru en colère, qui rétorque qu'Hiruka a une tête de méchant et qu'il doit être anxieux et jaloux de la nouvelle étoile montante. Avant qu'ils ne se battent, Atsunaga leur demande de se calmer car ce n'est qu'un combat d'entraînement. Takeru répond que, qu'il s'agisse d'un entraînement ou non, Hiruka doit se battre de toutes ses forces dans un combat d'homme à homme. La scène passe ensuite à Seme et Kazura. Il lui demande si elle a fait ce qu'il lui avait demandé. Elle répond qu'elle a tout essayé pour enquêter sur Takeru, mais qu'elle n'a rien trouvé à son sujet. Seme suppose qu'il vient peut-être vraiment d'un autre monde, mais qu'il possède l'étoile de la campanule. Kazura lui indique que cette marque est portée de naissance par les habitants de Denji, ce qui rend le mystère encore plus profond. Personne ne comprend ce qu'il se passe. On revient à Takeru et Hiruka en plein combat. Chacun tente de frapper l'autre, mais Takeru s'en sort bien. Yura observe qu'il n'y arriverait pas si Atsunaga ne l'avait pas aidé avec la technique.
Takeru utilise alors le pouvoir de l'étoile de papier pour frapper, mais cela n'a aucun effet. Hiruka tente de contre-attaquer avec son pouvoir nuage et brume, mais Takeru esquive grâce à son étoile de papier. Il attaque ensuite de toutes ses forces et touche Hiruka, remportant la victoire contre Hiruka et Kajiki. Il est fou de joie. Yura se rend alors auprès de Kajiki et lui dit qu'ils vont invoquer un Shikagami. Seimei et Kazura observent tout et comprennent que Yura a changé de partenaire, transformant le combat en affrontement entre candidats aux 5 étoiles. Ensuite, un autre combat commence entre Yura et Takeru. Yura utilise son coup final sur Takeru, mais cela ne fonctionne pas, car il utilise son pouvoir pour créer une barrière avec l'étoile de papier, bloquant ses attaques. Yura comprend qu'Atsunaga a aidé Takeru en échangeant leur position. Atsunaga utilise ensuite les 5 éléments pour frapper Yura, qui déploie également ses grands pouvoirs, mais aucun des deux ne parvient à atteindre l'autre, chacun bloquant les attaques de l'autre. Le combat se termine à ce moment-là et ils retirent leurs armures. Takeru ne comprend pas ce qu'il s'est passé, et Atsunaga explique que c'était un entraînement contre Hiruka et Kajiki. Plus tard, en quittant la salle d'entraînement, Takeru demande à Atsunaga pourquoi son coup de poing noir n'a pas fonctionné cette fois. Atsunaga ne répond pas car il aperçoit Yura. Il lui dit qu'elle commence à bien s'harmoniser avec Kajiki et qu'il ne s'oppose pas à ce qu'elle devienne son partenaire. Yura devient jalouse de la proximité entre Takeru et Atsunaga. Atsunaga lui dit qu'il ne voulait pas dire ça de cette manière, mais qu'il pense que l'endurance de Kajiki lui permettra de se battre librement. Yura répond avec colère qu'il ne devrait pas se retenir la prochaine fois et utiliser ses coups finaux contre elle, puis elle s'en va. Le soir, Takeru se rend chez Tsukimiya et leur prépare un délicieux repas pour lequel il le remercie. Ils étaient surpris qu'Atsunaga l'ait amené, mais sont maintenant impressionnés par ses talents de cuisinier. Ils lui demandent des nouvelles d'Atsunaga, et Takeru leur dit qu'il a dit que les 5 étoiles seront bientôt choisies, alors il doit s'entraîner. Tsukimiya lui demande s'il ne s'agit pas du plus haut rang pour un invocateur. Takeru répond qu'il est devenu invocateur pour la protéger. Tsukimiya lui demande d'être honnête, car elle est heureuse de l'entendre. Takeru lui demande ensuite une faveur. Il sait que le principal examinateur viendra voir le spectacle le lendemain et souhaite qu'elle passe toute la journée avec lui. Tsukimiya lui répond qu'elle risque de ne pas pouvoir, car il y aura d'autres représentations. Takeru insiste. Tsukimiya a très peur des Onis effrayants qui surgissent soudainement et sèment le chaos dans la ville. Tout le monde est sur les nerfs, mais elle ne veut pas abandonner et veut continuer à danser pour apporter un peu de joie au peuple de Denji. C'est le but de sa vie et elle ne veut pas que le théâtre perde de sa valeur. Takeru jure de la protéger, même s'ils ne sont pas dans le même groupe. Le lendemain matin, Takeru va au terrain d'entraînement, où Seimei demande à Atsunaga de le frapper avec la foudre quintuple, assez puissante pour le tuer, afin de voir s'il peut résister et révéler son pouvoir caché. Il dit à Takeru de ne pas s'inquiéter, car Shino le sauvera si besoin. En d'autres termes, sa vie doit être en danger pour qu'il utilise son pouvoir. Takeru accepte et le combat commence. Atsunaga utilise les 5 éléments pour frapper Takeru. Il bloque de toutes ses forces, mais reste faible face à cette puissance. Shino lui prête alors son pouvoir et le dirige vers lui, permettant à Takeru de bloquer les attaques d'Atsunaga. Tout le monde est surpris. Yura est en colère parce que l'attaque de foudre a été annulée et détournée, alors qu'elle avait utilisé toute sa force. Seimei demande à Kazura qui est vraiment Takeru, mais elle n'en est pas sûre. Seimei lui dit qu'il va parier sur lui. Kazura comprend qu'il veut le promouvoir au rang de 5 étoiles, ce qui est très tôt. Seimei demande à Kazura de parler moins fort, mais Yura les entend et s'enfuit. Le lendemain, c'est le jour d'ouverture du théâtre. Tout le monde attend le spectacle, y compris Takeru, qui a juré de protéger Tsukimiya. Il demande alors à Atsunaga ce que veulent les Oni. Atsunaga répond qu'on dit qu'ils traversent le brouillard noir pour emmener personnes et objets dans leur monde, et qu'il ne fait aucun doute qu'ils les dévorent. S'il est choisi, lui et son partenaire seront promus au rang de 5 étoiles. Leur rêve est de protéger Denji. Le spectacle commence. Tsukimiya apparaît pour danser, mais Takeru est distrait car elle se trouve sur la scène où elle est morte. Il ne comprend pas pourquoi l'examinateur l'a convoquée. Soudain, ils sont piégés dans le brouillard noir. Takeru a une idée et s'enfuit pour l'exécuter. Atsunaga essaie de comprendre, mais Takeru ne peut rien lui dire. Il sort alors du théâtre et avertit tout le monde que le brouillard noir approche, leur demandant de fuir. Le brouillard noir apparaît effectivement dans le ciel de la ville et s'étendra dans un rayon de 200 mètres en 60 secondes. Atsunaga ne comprend pas ce qu'il se passe. Le brouillard commence à se répandre. Takeru parvient à avertir tout le monde de retourner chez eux. Seimei et Atsunaga comprennent qu'il a voyagé dans le temps. Atsunaga dit que Takeru a déjà vu la mort de Tsukimiya de ses propres yeux et qu'il a sauté à un moment antérieur. C'est donc aujourd'hui ce jour. Il en doutait, mais maintenant il le croit. On le voit ensuite seul, disant qu'il a réussi à sauver cette fille, ce qui signifie que Tsukimiya peut aussi être sauvé. En réalité, il n'est pas tombé sur la scène, donc l'examinateur ne l'aidera pas. Yura rejoint Takeru et lui propose un combat sans armes ni technique, pour savoir qui est le plus fort dans un duel. Takeru accepte et ils s'en vont ensemble. Il pense que le brouillard noir qui a piégé Tsukimiya apparaîtra ce soir, donc il reste du temps.
Il demande alors à Yura pourquoi elle veut se battre maintenant. Elle répond qu'elle veut savoir qui est le plus fort. Pas de technique d'invocateur, celui qui tombe ou s'agenouille a perdu. Il commence à se battre, mais la scène passe à Tsukimiya qui répète. Atsunaga la voit et dit qu'elle sera magnifique, mais qu'il y a plus important aujourd'hui. La jeune fille lui demande pourquoi ce jour est spécial, car Takeru a dit la même chose. Atsunaga répond qu'il ne peut pas lui dire. Un émissaire du conseiller principal arrive, impressionné par sa danse d'hier, et veut lui remettre une récompense immédiatement. Atsunaga est choqué. La scène revient à Takeru et Yura qui se battent. Yura est très forte. Takeru lui dit qu'elle est même sans technique d'invocateur. Elle l'attaque encore plus fort. Il lui dit qu'elle dit vouloir être la meilleure, mais se laisse trop emporter. Elle lui crie de se taire, qu'elle doit être la meilleure en tout sinon elle ne sera pas à la hauteur d'Atsunaga. Elle doit devenir la partenaire de Kajiki et ne peut pas se battre à sa façon. Si Takeru a quelque chose à dire, qu'il le dise. Il l'attaque alors et elle tombe au sol. Il lui dit qu'elle a perdu. Yura, choqué, dit qu'il a profité du moment. Takeru lui parle d'un des préceptes de la famille Narihira, ce que tu vois devant toi est tout ce qui compte. Si ton adversaire détourne le regard, tu attaques. Yura devient triste et dit que c'est à cause de sa Katsunaga s'est lassé d'elle. Takeru ajoute un second précepte, ne te fie pas à ce que tu vois. Peu importe les apparences, tu ne connais pas les sentiments réels des gens. Si tu veux savoir, demande-lui. Soudain, un bruit étrange retentit. Le brouillard noir se répandra dans 20 secondes. Il part sauver Tsukimiya. En arrivant, une barrière les sépare. Il voit une charrette et leur demande où est Tatsunaga. Yura dit qu'il est piégé dans le brouillard noir et qu'ils doivent invoquer le Shikagami. Takeru dit qu'il protégera Tsukimiya coûte que coûte, et ils doivent agir vite. Les monstres surgissent, les attaquent, mais l'invise Tsukimiya et lui lance du feu. Kazura dit que le réacteur spirituel a atteint le niveau D et ne fonctionnera plus. Yura demande à Takeru de battre en retraite, mais il refuse. Il crie qu'il protégera Tsukimiya cette fois. Il frappe le monstre, qui disparaît puis réapparaît derrière lui et le frappe. Mais Takeru a compris tous ses mouvements. Il le frappe et le fait exploser. Le brouillard disparaît, il est heureux de voir qu'elle respire, car il l'a sauvée. Soudain, d'étranges créatures apparaissent. Yura se réveille en hâte pour réveiller Takeru, mais il ne répond pas et se transforme en un énorme monstre qui détruit la ville. Seme apparaît et invoque le commandant Toda du Sud-Est. Il dit à Takeru que son adversaire est là. Tandis que le chef des pilotes se demande si Takeru a pris cette forme contre sa volonté, l'Oni ne perd pas de temps et fonce, assénant un coup de poing au robot, qui est contraint de lever un bouclier pour se défendre. Sachant que cet adversaire est bien plus fort qu'un Shikagami ordinaire, Seme aimerait éviter de voir cette partie de la ville réduite en ruine. Il ordonne donc à Toda de frapper avec une attaque féroce. Grâce à ce pouvoir, le général Céleste manie son bâton et prend un net avantage dans le combat, écrasant facilement son ennemi. Ensuite, le robot invoque plusieurs projections du même bâton, qui transpercent le corps de la bête et l'immobilise. Une fois la créature maîtrisée, Seme remarque que des particules universelles s'échappent de l'Oni comme du sang, exactement comme il le soupçonnait. Pour mettre fin au combat, il crée une sphère magique qui enveloppe le monstre et le transforme en une gigantesque poupée de bois. En observant la scène, Seme comprend que la technique utilisée par Takeru est très différente de celle des invocateurs. Quoi que ce soit, cela semble être propre à ce garçon. Quelque temps plus tard, Takeru se réveille dans un lit, avec Kazura et deux autres hommes penchés sur lui. Surpris, il demande immédiatement où se trouve Tsukimiya. Sa réaction paniquée pousse les hommes à se préparer à une possible attaque, ce qui effraie encore plus Takeru. Kazura leur ordonne de se détendre, il semble que l'étranger ait désormais le contrôle de ses actes. L'atmosphère s'apaise, et Tsukimiya entre dans la pièce accompagnée d'Atsunaga et de Yura, souriante. Elle dit avoir entendu que Takeru est remonté dans le temps pour la protéger, ce qu'il confirme, après tout, c'était une promesse. Moins sentimentale, Yura intervient pour rappeler que ce n'est pas le moment de se réjouir. Pour le prouver, elle emmène Takeru dans la partie de la ville qu'il a détruite. Kazura ajoute que cela aurait pu être bien pire sans l'intervention de Seme. En parlant de lui, Takeru est convoqué pour discuter avec Seme, qui veut savoir si ce garçon voyageur du temps a toujours eu ce pouvoir. Confus, Takeru explique que tout cela est aussi inattendu pour lui que pour les autres. Seme avoue vouloir utiliser ce pouvoir pour le prochain pandémonium centenaire, mais Takeru pense que c'est bien trop dangereux. Cependant, Seme insiste, la victoire est ce qui importe le plus. Takeru demande d'abord ce qu'est ce pandémonium. Kazura explique que tous les 100 ans, la frontière avec le monde des Oni s'affaiblit, et le pandémonium est un rituel où les Oni envahissent ce monde pour détruire leur dieu. D'après Seme, 2 des 5 étoiles sont choisies pour invoquer le grand Shikagami et mener cette bataille. Gagner cette série de rituels est ce qui a maintenu la paix pendant un millénaire. Takeru demande si Seme va être l'un des 2 étoiles, mais ce dernier secoue la tête, ceux qui participent doivent être liés au monde des Oni. C'est le rôle du chef de nommer quelqu'un d'autre pour se battre à sa place. Il pense que les Oni ont gagné en puissance depuis 100 ans, et que cette force dévastatrice est désormais nécessaire.
C'est pourquoi il invite Takeru à devenir l'une des 5 étoiles. Plus tard, Takeru en parle à Atsunaga, qui n'en croit pas ses oreilles. Takeru dit qu'il va y réfléchir, même s'il penche pour refuser. Lorsqu'il dit cela, Atsunaga crache son thé en s'écriant que c'est le plus grand honneur qui soit. Mais c'est précisément pour cette raison que Takeru veut refuser, ce n'est pas un rôle pour quelqu'un qui vient tout juste d'apprendre les techniques d'invocateur. Et s'il perdait encore le contrôle? Atsunaga comprend l'angoisse de son ami et lui demande ce qu'il compte faire ensuite. Ayant déjà protégé Tsukimiya, Takeru admet vouloir retourner dans son monde d'origine, sans savoir comment. Quoi qu'il en soit, il a autre chose à faire d'abord. Le lendemain, il s'excuse humblement auprès des habitants dont il a détruit les maisons. Un résident, visiblement furieux, dit que la qualité des invocateurs a bien baissé si ce garçon en fait partie. La remarque touche profondément Takeru. À ce moment, Seme arrive et déclare que la faute lui revient à lui aussi, c'est lui qui a nommé ce garçon pilote. Le chef s'incline et présente ses excuses, mettant les habitants dans l'embarras. Ensuite, Seme retrousse ses manches et aide personnellement à la reconstruction. En le regardant enfoncer une planche, Takeru lui demande s'il ne pourrait pas tout réparer d'un coup de magie, mais Seme dit qu'il est toujours épuisé du combat de la veille. En plus, il apprécie le contact avec les gens, leur énergie est contagieuse. Il admet même que cette sensation lui a donné de la force d'innombrables fois au cours des 1000 dernières années. Takeru est choqué d'apprendre qu'il a plus d'un millénaire. Seme précise qu'il est une exception, et que des actions comme aujourd'hui boostent sa popularité. Il annonce fièrement avoir terminé la réparation d'une section, et les habitants le remercient chaleureusement. Seme a une idée pour aider Takeru à contrôler son pouvoir, mais avant qu'il puisse en dire plus, Tsukimiya arrive en courant et l'invite à l'ouverture de la boutique pour le festival du centenaire. Cela fait sourire Takeru de toutes ses dents. Pendant ce temps, un invocateur espionne leur conversation au loin. Le lendemain, Takeru arrive au festival et trouve Tsukimiya habillé d'un yukata. Elle fait la moue parce qu'il est en retard, et il lui explique qu'il s'est perdu dans la foule. Pour le punir, elle lui demande de lui gagner une peluche à l'effigie de Seme. Confiant, Takeru vise et tire une flèche sur la peluche, mais celle-ci disparaît avant d'être touchée. Le vendeur jure que rien n'a bougé. Non loin, Atsunaga se réjouit de sa farce pendant que Yura lui demande pourquoi elle est là aussi. Il répond qu'il y a beaucoup de couples ce soir et qu'il se serait trop fait remarquer en venant seul. Il précise qu'il n'approuve pas ce rendez-vous entre Takeru et Tsukimiya. Yura l'ignore, mais Atsunaga la complimente soudainement sur sa tenue, la surprenant. Elle essaie de faire semblant d'être indifférente, mais elle est manifestement ravie. À ce moment-là, Takeru revient, furieux d'avoir compris qu'Atsunaga était derrière le tour avec la peluche. Mais comme toujours, Tsukimiya est juste contente de retrouver ses amis et les invite à profiter du festival ensemble. Les 4 prennent des photos, et à chaque occasion, Takeru montre clairement qu'il n'apprécie pas Atsunaga. Ce dernier tente d'expliquer qu'il n'est pas en couple avec Yura, et qu'il espère encore avoir une chance avec Tsukimiya. Non loin de là, 2 civils dont la vie a été bouleversée par l'attaque de Takeru le remarquent au festival. Il l'appelle, et il s'excuse encore une fois. Mais cette fois, l'homme lui offre des boulettes gratuites, reconnaissant son aide. La femme ajoute que c'est lui qui a sauvé leur nièce lors d'une attaque d'Oni, ce qui a amélioré leur opinion. Peu à peu, le garçon commence à tisser des liens avec eux. Tsukimiya dit qu'il devait avoir beaucoup d'amis dans son monde d'origine, mais il répond que non. Il demande ensuite si ce festival n'est pas risqué alors qu'il s'apprête à partir en guerre. Mais depuis 1000 ans, ils n'ont jamais perdu un tel événement. L'ambiance remonte le moral de Takeru grâce au soutien des habitants. Bientôt, Miyoshi arrive avec l'oncle pour inviter Tsukimiya à danser lors de la cérémonie marquant le début du pandémonium. Takeru, confus, apprend que la ville organise toujours une fête quand les pilotes partent au combat. La troupe profite du festival. Pendant que Tsukimiya danse, Takeru reste seul, la tête baissée. Plus tard, il s'éloigne de la foule pour rester seul. Tsukimiya le retrouve et lui demande s'il n'a pas apprécié le festival. Il répond que c'est justement parce qu'il l'a apprécié qu'il se sent mal à l'aise de célébrer à la veille d'une guerre. Elle lui demande s'il veut rentrer chez lui. Il répond qu'il n'y a personne qui l'attend là-bas. Ses parents sont morts depuis longtemps, et le petit Narihira a été rejeté à cause de son apparence. Il n'avait pas d'amis. Il a toujours gardé les enseignements de ses parents, ce qui lui a donné l'impression qu'ils veillaient sur lui. Quelqu'un écoute leur conversation en cachette. Takeru ajoute qu'il a trouvé ici des personnes qui comptent pour lui, et qu'il se sent enfin utile. Il cite un vieux dicton de la famille Narihira, « Ne t'habitue pas à être seul ». Il a donc décidé de rester un peu plus longtemps. Tsukimiya, touchée, dit qu'elle est très contente de sa décision. Dans la scène suivante, Seme annonce la nomination des nouvelles 5 étoiles et appelle Takeru et Atsunaga. Avant la cérémonie, Takeru avait demandé comment cela allait fonctionner, vu qu'il ne maîtrise pas encore son pouvoir. Seme lui avait expliqué que les étoiles se battent toujours en duo. Grâce aux compétences de contrôle d'Atsunaga, ils peuvent exploiter tout le potentiel de Takeru. Les deux posent leurs mains sur une plateforme magique et sont officiellement nommés 2 des 5 étoiles de Denji. Plus tard, Atsunaga regrette que Yura n'ait pas été choisi, malgré les combats qu'ils ont menés ensemble.
Mais Yura reste digne et dit que si l'un des deux échoue, elle sera prête à prendre la relève. Puis, avec moins de maturité, elle lui donne un coup de pied en lui disant de ne pas mourir. Le jour du pandémonium, Takeru apprend que lorsqu'un Shikagami ordinaire est invoqué, l'âme de l'utilisateur entre dans la créature. Mais dans le cas du grand Shikagami, ce sont les 5 étoiles elles-mêmes qui sont transformées. Dans les sous-sols de l'agence, Tsukimiya se prépare. Une scène virtuelle est projetée, et elle danse seule. Les invocateurs canalisent leur énergie dans les étoiles, pendant que Seme connecte ce monde au royaume des Oni. Quand les 3 factions terminent leur rituel, le grand Shikagami est invoqué. À l'intérieur de la machine, Takeru se sent invincible. Dans le monde des Oni, il voit approcher le dieu Oni. Takeru commence à piloter pour s'habituer au mouvement, donne un coup de poing, puis Atsunaga invoque des dagues pour retenir l'Oni. Mais la bête se libère et avance vers les autres invocateurs. Takeru tente de l'arrêter, mais ses jambes sont saisies par des petits Oni. Il force le passage et frappe le dieu Oni, sans grand effet. Ura comprend que le monstre a activé les 7 pas, à chaque pas, il gagne en puissance jusqu'à son apogée. Elle crie à tout le monde de s'écarter. Mais Takeru fait face. Leurs poings se rencontrent dans un choc titanesque. Le Shikagami est détruit. Atsunaga, gravement blessé, dit à Takeru de partir et sacrifie sa vie dans une explosion massive. Pourtant, le dieu Oni survit, détruit la capsule de pilotage et continue son carnage. Takeru tente de l'arrêter mais trouve Seme, immobile. Il le supplie d'agir, mais Seme dit que tout espoir est perdu. Des débris tombent, transperçant Takeru. Il aperçoit Tsukimiya, inerte. Il ferme les yeux, prêt à tenter une dernière chose. Quand il les rouvre, il est de retour sur scène. Pris de panique, il pousse un hurlement terrifié. En regardant Tsukimiya debout devant lui, Takeru ne pouvait que pleurer. Takeru s'excusa même d'avoir échoué à protéger Tsukimiya. Il se rappela alors du mot de Seme, que Denji était perdu. Ce souvenir le mit dans une colère noire. Peu après, Atsunaga apparut soudainement et immobilisa Takeru. Atsunaga supposa que Takeru était un espion. En voyant Atsunaga, Takeru lui ordonna d'appeler Seme, car il voulait lui dire quelque chose. Atsunaga amena donc Takeru à la rencontre de Seme. Comme Takeru portait la tenue d'un invocateur, Atsunaga pensa qu'il faisait partie des leurs. Seme, curieux, demanda alors son identité à Takeru. Mais Takeru se contenta de répéter que Denji était perdu. Furieux, il demanda la signification de ce mot à Seme. Cependant, Seme ne se souvenait pas avoir jamais dit une telle chose. Takeru expliqua que Seme le dirait dans le futur, et qu'il abandonnerait le salut des invocateurs et de tous à Denji. Seme déclara alors que son souhait était de permettre à Denji de prospérer pour toujours. Ces mots mirent Takeru encore plus en colère, et il tenta d'attaquer Seme. Cependant, Shino l'arrêta immédiatement et contre-attaqua. Heureusement, Takeru esquiva et disparut des lieux. Atsunaga et Yura ordonnèrent alors aux autres invocateurs de le chercher et de le capturer. Pendant ce temps, Takeru se cachait en ville. Alors qu'il réfléchissait à ce qu'il devait faire ensuite, une alarme de danger retentit soudainement. En entendant ce son, Takeru courut immédiatement vers la brume noire. Mais en se souvenant de ce qui allait se passer dans le futur, tout son corps se mit à trembler. Au même moment, Iruka et Kajiki, qui étaient en voiture dans les nuages, aperçurent Takeru. Comme ils étaient occupés, ils choisirent de l'ignorer et entrèrent dans la brume noire pour affronter l'Oni. Pendant ce temps, Takeru, devant la barrière, était confus face au tremblement de son corps. Peu après, Takeru apprit qu'Iruka et Kajiki étaient en danger, et qu'ils allaient même perdre la vie dans cette bataille. Après la défaite du Shikigami, la brume noire s'étendit et détruisit la barrière. Takeru, qui se trouvait à proximité, fut projeté et perdit connaissance. Lorsqu'il reprit ses esprits, il était déjà chez Tsukimiya. Selon Miyoshi, Takeru était inconscient depuis 3 jours et ils avaient pris soin de lui. Curieux, Takeru demanda pourquoi il se retrouvait dans la maison de Tsukimiya. Tsukimiya expliqua qu'il l'avait trouvé allongé dans la rue. En apprenant cela, Takeru le remercia. Ensuite, il demanda quand aurait lieu le spectacle de Tsukimiya. Celui-ci répondit que le spectacle avait eu lieu 2 jours plus tôt. Takeru demanda alors si le conseiller principal de l'empereur avait convoqué Tsukimiya. Tsukimiya confirma, mais expliqua qu'il avait refusé, prétextant qu'un membre de sa troupe était malade. Surpris, Tsukimiya lui demanda comment il savait qu'il avait été convoqué par le conseiller de l'empereur. Takeru répondit qu'il l'avait seulement vu en rêve. Comme, à ce moment, Tsukimiya n'avait pas rencontré le conseiller et avait échappé à la brume noire, Takeru commença à penser que le futur allait changer. Plus tard, alors que Tsukimiya soignait la main de Takeru, celui-ci lui demanda pourquoi il aidait un inconnu. Tsukimiya expliqua que lorsque Takeru était soudainement apparu sur scène, en pleurs et parlant de son échec à le protéger, cela l'avait marqué. Étrangement, Tsukimiya ne pouvait pas oublier cette scène. En entendant ces mots, Takeru lui dit la vérité, dans le futur, Denji serait détruit. Non seulement cela, mais il avait déjà vécu la mort à plusieurs reprises et devait sans cesse revenir dans le passé. Bien que difficile à croire, Tsukimiya choisit d'essayer de le croire, car les larmes de Takeru lui semblaient très sincères.
En entendant cela, le visage de Takeru s'illumina de bonheur. Ailleurs, les invocateurs tenaient la cérémonie funèbre pour Iruka et Kajiki. Pour éviter qu'une telle tragédie ne se reproduise, Atsunaga et Yura s'entraînaient intensivement. Pendant ce temps, chez Seimei, Kazura rapporta que Takeru était conscient et soigné chez Tsukimiya. Shino suggéra de le capturer immédiatement, mais Seimei refusa, curieux de connaître ses intentions. Peu après, Shino détecta l'apparition d'une brume noire. Comme Tsurubishi et Keze patrouillaient dans la zone, on envoya les deux invocateurs combattre l'Oni. Chez Takeru, son corps se remit à trembler à cause de la brume noire. Il en conclut qu'il avait probablement peur. Le lendemain, Takeru apprit que la veille, de nombreuses victimes étaient tombées, y compris des invocateurs. En l'apprenant, Takeru commença à penser qu'il ne gagnerait probablement pas le rituel du pandémonium des 100 ans. Ailleurs, les invocateurs devaient à nouveau pleurer la mort de Tsurubishi et Keze, tués par le même Oni que celui qui avait tué Iruka et Kajiki. Chez Takeru, il s'entraînait sur le toit. Il avoua à Tsukimiya qu'il avait très peur des Oni et qu'il ne pouvait pas entrer dans la brume noire. Il devait donc s'entraîner dur pour devenir fort au plus vite. Sinon, il ne pourrait sauver personne. En entendant cela, Tsukimiya s'approcha pour lui parler. Elle expliqua qu'on la considérait comme un danseur de talent unique en un siècle, mais qu'elle avait lui aussi souvent peur lors de ses spectacles. Pour surmonter sa peur, elle portait toujours un masque de yaksha, qu'elle disait doté d'un grand pouvoir. Quand elle le portait et se concentrait, elle devenait quelqu'un d'autre, un danseur d'exception. Ensuite, Tsukimiya donna le masque à Takeru. Lorsqu'il le mit, son nez se mit à saigner à cause de l'odeur de Tsukimiya. Chez Seimei, lui et les invocateurs analysaient les techniques de congélation de l'Oni. En regardant une vidéo de Tsurubishi, Shion dit que Tsurubishi était fort, mais avait peur des insectes depuis qu'un insecte l'avait piqué enfant. Quant à Keze, il avait peur des objets tranchants. Seimei conclut que l'Oni utilisait des attaques psychologiques pour réveiller la peur et que ce pouvoir était lié à la congélation. Il prévint que le même Oni réapparaîtrait probablement dans la prochaine brume noire. Comme Seimei ne pouvait pas utiliser ses pouvoirs, Atsunaga et Yura devaient affronter l'Oni. Pendant ce temps, Takeru continuait de s'entraîner avec le masque de Tsukimiya, mais il n'arrivait pas à surmonter sa peur. Il doutait même de pouvoir faire quoi que ce soit quand la prochaine brume noire attaquerait la ville. Tsukimiya lui dit qu'il pensait peut-être trop, qu'il devait se concentrer sur quelque chose de simple et faire un pas après l'autre. S'il continuait ainsi, il pourrait peut-être devenir quelqu'un d'exceptionnel. Au milieu de leur discussion, Seimei les observait et demanda la signification du nom Tsukimiya. Peu après, l'alarme de danger retentit et la brume noire apparut près d'eux. Sachant cela, Takeru demanda à Tsukimiya de fuir. Bien qu'il ait encore peur, il choisit de l'affronter, car la brume s'approchait seule de lui. La brume descendit enfin et l'Oni apparut. En le voyant, Takeru cria pour se donner du courage, puis courut pour l'attaquer. Mais sa force ne se manifesta pas et il le frappa à main nue. Après l'avoir repoussé, l'Oni attaqua son esprit en lui faisant revivre sa peur. Lorsque ses mains commencèrent à geler, Atsunaga et Yura apparurent enfin pour attaquer l'Oni. En voyant Takeru dans la brume sans être pétrifié, Atsunaga fut surpris. Tous deux lancèrent alors une attaque avec leur technique du tonnerre, mais l'Oni l'esquiva facilement, puis contre-attaqua en instillant la peur dans leurs esprits. Yura tenta de résister en pensant que ce n'était qu'une illusion. Atsunaga attaqua à nouveau, mais l'Oni esquiva encore. Quand le corps du Shikigami fut presque gelé, Takeru sauta soudain sur l'Oni pour l'attaquer, mais sa force ne sortit toujours pas. Il reçut même une attaque qui paralysa son corps, avant que l'Oni n'attaque à nouveau son esprit. Son corps entier se retrouva gelé, sauf la tête. Atsunaga et Yura subirent le même sort. Dans cette situation désespérée, Takeru se souvint des paroles de Tsukimiya, se concentrer sur quelque chose de simple et avancer d'un pas. En suivant ce conseil, Takeru tenta de concentrer toute sa force dans une main. Au même moment, tout son corps était gelé et l'Oni s'approchait pour le tuer. Contre toute attente, Takeru réussit à bloquer son attaque, son corps désormais recouvert d'une armure très solide. Avec cette nouvelle force, Takeru lança aussitôt une attaque et parvint à frapper l'Oni.